On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il a la passion des voyages, la passion également de la photographie. Il frise les 80 ans, mais pas encore. Il est en grande forme. Il fait toutes sortes de voyages inimaginables. Et son dernier, il a passé près d'un mois en Russie. Et là, la semaine dernière, en fait, il y a 2 semaines, il parlait de Moscou. La semaine dernière, le Kamchatka. Il va poursuivre aujourd'hui un peu sur le Kamchatka, mais avec d'autres types d'expositions, notamment des volcans, des musées, bref, et des reines, les reines du Père Noël, qui sait. Bref, on écoute le récit du plus récent voyage de Paul Laforêt. Il a passé 26 jours en Russie à l'occasion du mois d'août dernier. On a déjà parlé de Moscou. On a parlé la semaine dernière du Kamchatka, section 1. Ce soir, on aborde la 2e section du Kamchatka avec le photographe et globe-trotter joannais, Paul Laforêt. Bonsoir. Bonsoir. Rappelle-nous un peu pourquoi tu voulais tant diviser le Kamchatka en 2 émissions. Parce que quoi, il y avait trop de choses à dire? C'est que je voulais surtout prendre le temps de les dire. Règle générale, tu le sais, ça fait plusieurs émissions qu'on fait ensemble. J'ai un mot à dire avant de démarrer tantôt. Ça fait plusieurs émissions qu'on fait ensemble. Et ce que je trouve pénible, c'est que quand je suis parti 24 jours, de résumer ça dans 24 minutes, pour moi, ça n'a à peu près pas de sens. Tu te souviens, on a fait le Vietnam-Cambodge. On a fait ça dans 2 émissions, coup-sur-coup. J'avais mis 2 heures à me placer, d'ailleurs, parce que ce que les gens doivent savoir sur l'émission, souvent on me pose la question, c'est que pendant 24 minutes, tu poses des questions, je te réponds, on discute, mais j'ai aucune photo devant moi. Mais tu les as ici. Je dois les avoir en tête parce que Claude, qui est assis en arrière, d'ailleurs, que je veux remercier. C'est notre réalisateur, Claude Benoît. Oui, Claude Benoît fait les montages. Il met 15-16 heures à faire le montage. Il doit coller les photos. En lien avec ce que tu dis. Oui. Alors, et donc, il doit te suivre. Absolument. Et ça, c'est pas de mince-tâche. Et... tu vois, même les caméramans répondent. Pas toujours, c'est ça. Les caméramans rient, d'ailleurs. Ils me connaissent trop, dans le fond. C'est ça. Oui, je voulais remercier Claude absolument à ce sujet-là parce que je viens de voir la 2e émission. Celle sur le Kamchatka de la semaine dernière. La première, là, sur le Kamchatka. Et j'observe son montage, beaucoup. C'est très bien fait. Et ce que j'aime aussi, il le sait, j'ai des qualités de photo, bon, pas que je suis un excellent photographe, ça, c'est pas vrai. Mais j'ai des appareils de qualité qui lui permettent de s'amuser avec mes photos et de zoomer à l'intérieur. Et ça lui rend la tâche beaucoup plus facile. Et c'est drôlement intéressant aussi parce qu'il faut quand même le dire, nos émissions sont produites en haute définition, en HD, depuis quelques temps maintenant. Donc ça aussi, ça y joue beaucoup. Bien là, oui, c'est-à-dire ça fait toute la différence au monde. Bon. Avant d'aller plus loin, je veux absolument prendre 2 secondes pour saluer Anastasia, ma guide qu'on a vue dans la 2e émission. Elle a 30 ans. Elle était avec nous 10 jours au Kamchatka. Comme je vais la retrouver en 2020, puis elle sait, elle a vu la première émission. J'ai eu de ses commentaires. Émission Voyage. Oui, émission Voyage, bien sûr. Avec l'Internet. Et oui, parce que mes amis de la photo, c'est toujours en marche à 510 personnes. Je t'écoute. Bon. Kamchatka, les gens connaissent la Russie, savent qu'il y a Moscou ici, il y a la Sibérie qui est quelque part en haut, il y a la Chine puis la Mongolie qui sont là. Le Kamchatka, juste pour nous resituer, à quel endroit se trouve le Kamchatka en Russie? Bon, si on prend la carte, Claude l'a déjà montrée d'ailleurs, puis il peut la reprendre, il faut vraiment aller nord-est. Complètement. Complètement sur le bord de la mer de Bering. D'ailleurs, le Kamchatka vient rejoindre les Aléoutiennes et on pourrait rejoindre l'Alaska, pas très, très loin. Et le Kamchatka, si je me rappelle bien, c'est 8 heures d'avion de Moscou. 8h30 qu'on a fait exactement. Donc, c'est plus loin qu'aller à Vancouver, là. Si Oui, définitivement. Okay. De toute façon, il y a... Bon, le Canada, c'est le 2e plus grand pays au monde, mais la Russie demeure toujours le premier. Et toute la... Le transsibérien, on va y revenir la semaine prochaine. C'est ce qu'il y a de plus long au monde comme chemin de fer. Bon. Donc, poursuivons sur le Kamchatka. Parle-nous du fameux volcan. C'est-à-dire qu'avant d'aller vers Esso, notre village qui est à peu près au centre de la péninsule, il y a une journée très spéciale qu'on a vécue le lendemain de la pêche au saumon par mes ours. Par les ours. Tu te souviens? Bon,
Là, le lendemain, on s'en va voir le volcan, le cratère du volcan Moutnovski. OK? Bon. Évidemment, dans un itinéraire semblable, il y a une chose à laquelle il faut toujours s'attendre, c'est que la température peut être variable. Et ça demeure un très beau souvenir parce que ça a été pénible. Pénible. Mais en même temps, quand je pense à une amie de Québec, entre autres, puis une autre de Thetford Mines, qui m'ont dit sur Internet, bon, Paul, nous autres, ce n'est pas notre genre de voyage, je le comprends. Cette journée-là, il fallait avoir pantalon imperméable et être très bien habillé, Et là, ce qui nous attend pour partir, pour aller au volcan, c'est pas un camion, un troc. Un vrai. Les anciens camions de l'armée, là, qui ont 40-45 ans, d'abord, les photos le démontrent très bien, là, les roues sont très hautes. Quand on ouvre la porte pour monter, il y a un petit escalier qui se descend. On ne peut pas monter autrement, c'est trop haut. Heureusement qu'à l'intérieur, les sièges sont assez confortables. Le camion n'a pas de suspension. Et les photos démontrent très bien les trous. Bon, et vous y passez combien de temps dans ce camion? 3 heures pour aller, plus de 3 heures pour revenir. Pour aller, c'était le fun parce que on était au début de la journée, on est reposé, on s'est levé, bon, etc. Le retour était moins comique. D'abord, en cours de route, on apprend qu'on ne peut pas aller à notre volcan. Non. Non, il y a trop de neige. Au mois d'août. Au mois d'août. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, les gens vont voir aujourd'hui des sommets, là, sur les photos, quand on ira voir les... Donc, qu'est-ce que vous avez vu après 3 heures de balade? Bon, 3 heures de balade, on s'arrête en cours de route prendre un café, on rencontre d'autres camions du même type. Évidemment, on est dans une zone là, où les voyageurs montent à bord de camions semblables. Bon nombre se promènent sac à dos, tentes, etc. Ouais. Puis là, ils s'en vont au pied. On s'en va au pied d'un autre volcan, camp de base. Là, on installe une tente pour notre repas du midi, mais il pleut. Il pleut. Le ciel est très bas. Quand je te dis très bas, sauf que c'est drôle, quand je suis dans le troc en question, à un moment donné, à l'horizon, il y a un dégagement quelconque. Et moi, j'ai avec moi ma caméra lentille 14 mm. C'est très large, mais pour aller en profondeur, tu comprends que c'est pas pareil, mais ça fait rien. J'ai réussi dans ma journée à faire des photos intéressantes. Et je me rappelle, le truck, ça brasse tellement, on réussit à baisser une fenêtre, et là, j'ai réussi à faire des photos à l'extérieur. La cuisinière qui est assise à côté d'Anastasia, en avant de nous, c'est la cuisinière, entre autres, qui me tient cette fois-là les cuisses, par exemple. Mais je ne me souviens pas parce que je suis trop pris. Hein. Alors, on arrive au camp de base, puis là, ça taponne un peu parce que le temps n'est pas très favorable, là. Et on fait un tour dans une espèce de camion à chenilles russe qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas de roue là-dedans, là. C'est des bras. Et le gars nous brasse, puis il parle russe, on ne comprend rien. Lui, il ne comprend pas. Il nous fait descendre, puis il dit « marchez ». Et donc, finalement, c'est quoi ton souvenir du volcan? Le souvenir, c'est que là, on part en direction du volcan. Moi, après 20 minutes, là, je ne suis pas dedans. Je reviens au camp de base, je m'envoie sur la tente voir la cuisinière qui parle russe. On ne se comprend pas, mais je regarde la préparation du dîner. 40 minutes plus tard, le groupe revient. On mange ensemble, on a beaucoup de plaisir, malgré tout ça. OK? Malgré la neige dans laquelle on a marché, malgré les roches, puis etc. Dans l'après-midi, on revient vers l'hôtel et notre accompagnateur, qui souvent avait de la misère à évaluer ses distances. Bon, là, le groupe, on s'arrête, puis on s'en va voir des fumerolles. Des quoi? Des fumerolles. C'est des vapeurs qui s'échappent du sol, tout simplement. Parce que dans le Kamchatka, c'est volcanique. Là, il nous dit c'est à peu près à 10 minutes de marche. Et c'était combien, finalement? On fait, écoute bien, on a vu les fumerolles qui étaient là-bas, là, à peu près
d'où j'étais pour ma photo, 1 kilomètre. Il fallait descendre une calvette. Là, il y avait des tentes en bas, puis il fallait remonter. En combien de temps? On a fait 3 quarts d'heure aller-retour. OK. Puis, on a vu les funérailles là-bas. Puis là, on marchait, tu sais, dans quoi? Dans la boue, dans la neige, dans la boue, dans la boue, dans la neige, monte, boue. Le soir, quand on rentre à l'hôtel, c'est pas ces chaussures-là que j'ai. Mais ils sont sales, pas à peu près. Je les laisse à la porte pour les laver. Et mes pantalons sont rendus sales jusqu'aux genoux. On quitte le Kamchatka du sud, puis là, on s'en va vers Esso le lendemain. Le village d'Esso. Qu'est-ce que c'est le village d'Esso? 500 km plus au nord. Oui, plus au nord. Une journée pour aller en autobus. Et Esso, en langage éven, veut dire mélèze. Il y a combien de gens là-bas à Esso? 2000 habitants. D'ailleurs, le Kamchatka, je l'ai dit la semaine passée, je pense que c'est 314 000. Il y a 250 quelques mille, si je me rappelle bien, dans la capitale. Ouais. Le reste, là, c'est des villages. C'est des petits villages. Même en cours de route, on a fait des arrêts. C'est très limité, là. Très limité. Mais le village d'Esso est situé en pleine montagne, est entouré de montagnes, mais il y a une particularité. Le chauffage, je l'ai découvert parce que je ne l'ai pas appris en voyage, ça. Le village est chauffé à même la chaleur du sol. Le village d'Esso, suis-moi bien, est situé vis-à-vis Shefferville, au Québec, en latitude. Ouais. C'est au nord, ça. Je ne suis pas allé à Shefferville, mais je suis allé plus au nord que ça. Déjà, en auto. Oui, jusqu'à Goose Bay, Labrador. Oh, quand même. Au mois de mars, une année. Ça se ressemble-tu? Bon, je vais laisser Shefferville, mais Shefferville, pour les gens qui ont une idée, là, je n'ai pas vu de choux, de patates et de culture autour des maisons. Sur les photos, les gens vont voir, j'ai plusieurs photos du village qui est quand même, je trouvais superbe pour l'endroit, mais des maisons très hétéroclites. Des couleurs, bon. Mais, puis les cultures, là, jusqu'au perron. On n'est pas avec nos gazons d'ici. Oubliez tout ça, là, ça n'existe pas. Et là, on s'en va visiter du même coup un musée. Le musée des Évennes. Oui. Un musée vraiment superbe qui raconte, je ne peux pas savoir quel âge a ce musée-là, mais dans un village de 2000 habitants, je ne me souviens pas dans ma vie d'avoir vu quelque chose de semblable, aussi bien structuré, très bien organisé. Entre autres, on voit des images, par exemple, d'une demande en mariage dans un coin un peu plus loin, les costumes qui sont là, la vie sous la tente, les femmes qui font le travail, des photos qui montrent la forme de vie de l'époque, les animaux, beaucoup de photos d'animaux, on pourra les voir sur les photos. Un musée vraiment exceptionnel pour l'endroit. Et c'est le lendemain, je pense, ou dans l'après-midi de cette visite-là, qu'on est allé au spectacle des Évennes. Et qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on voit? Le spectacle des Évennes, là, pour le bien de la cause, il faut que les gens sachent que j'ai fait. Je vais l'expliquer, le spectacle, le mieux possible. Mais j'ai fait... Là, on est plus au nord encore du village. On va faire un tour dans une yourte. On a des explications sur les Évennes, en russe, évidemment, traduit par notre guide. Et on se retrouve à l'extérieur, face à une tente. Pas une tente, je m'excuse, là. Une scène en bois. Pour un spectacle. Moi, je suis assis sur le bout d'un banc. Heureusement qu'il y a une bûche en dessous. Enfin, je suis très solide. Et là, je prends ma caméra. Et mon trépied, c'est mes 2 genoux. Parce qu'en voyage, là, ce type de voyage-là, tu ne traînes pas de trépied, là, surtout avec 2 caméras. Soit dit en passant, je te reparlerai de mes nouvelles caméras que je vais recevoir cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau. Okay, on renouvelle le parc photographique. Je change le poids. Okay. Je change le poids. Écoute, là, c'est trop lourd. J'ai vécu une période avec 10 livres de caméras après moi. Là, je vis avec 7 livres. Si tu te promènes sur la rue Richelieu avec ça, tu fais 10 minutes de marche, il n'y a rien là. Mais quand tu marches 3 heures, quand j'ai fait Moscou, là, j'avais 2 caméras après moi. Tu marches 4-5 heures, à la fin de ta journée, là, ça rentre dans le corps. Et les nouvelles vont peser combien?
Moitié prix, pas moitié prix, non. Le même prix qu'avant. Le même prix, mais moins pesant, c'est ça? Très grande qualité, mais à peu près moitié poids. OK, quand même. Le spectacle des événements, là, j'ai fait mes 2 caméras installées là, et on a des chapeaux sur la tête anti-maringouin. Et ça, est-ce qu'on a une photo de ça? Oui, monsieur. On a une photo de toi avec le chapeau à maringouin? C'est-à-dire qu'on me voit... Ça vaut de l'or. On me voit avec le chapeau plus ou moins enlevé, parce qu'à la fin, on a une photo de groupe. OK. Mais un spectacle exceptionnel. J'ai mis une vidéo sur Facebook. Oui. Ça fait 225 fois qu'il est vu depuis 10 jours à peu près. Là, j'ai fait 22 vidéos. Claude les a pris, il a fait un assemblage. Et ça donne au total 23 minutes et quelques secondes. Et c'est sur YouTube, là. OK. Alors, les gens qui voudront voir, je sais que Claude va mettre la signalisation. Le lien, tout ça, mais qu'est-ce qu'on voit dans le spectacle? Des hommes et des femmes qui dansent, des choses inhabituelles, costumes de toute beauté qu'il faut voir. Les décrire, c'est pas très simple parce qu'on n'a rien ici qui s'apparente à ça. Des chants autres qu'on ne comprend pas, mais il y a une chose qui est claire. C'est que si les gens écoutent le spectacle au complet, nous, on a passé 1h30, là, ça a 23 minutes. Je faisais enregistrement photo. Alors, Claude pourra mettre des photos sur l'écran. Mais, je dois dire un détail, là, les 2 mains à l'air. Il y a une vidéo qui dure 2 minutes 57. J'avais des 10-12 maringouins qui me piquaient en même temps. Et j'ai écrit aux amis de la photo, je me suis découvert une patience que je ne connais pas. Je ne pouvais pas bouger. Hein. La patience de te laisser regarder se faire piquer, c'est quoi? J'avais pas le choix. OK. Je me faisais piquer royalement. Mais en toute connaissance de cause. Je les voyais. Je fais quoi? Alors, le plus long vidéo, d'ailleurs, c'est une tranche de spectacle de 2 minutes 57 et j'enregistre au complet. Les autres, je les coupais parce que c'était devenu agaçant royalement. Mais le spectacle, d'abord les chants, on est à l'extérieur, dehors, puis là, on est isolé, hein, en plein bois. En plein bois. Une belle scène. Une petite cabane sur la droite. Et là, à tour de rôle, il y a peut-être 20 quelques personnes qui viennent sur scène dans différents numéros, accompagnés par des chants de tout ça. Tout est très bien synchronisé. Ce genre de spectacle-là, tu pourrais mettre ça sur la Place des Arts à Montréal. Puis même ici au Cégep. Les gens ont une surprise dans leur vie. C'est vraiment hors norme, mais les costumes d'une rare beauté et vraiment des professionnels dans leur monde. Et le chasse-moustique n'existe pas. Pas pour eux. Eux, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Parce que ça me fait penser, quand on dit ça, moi j'ai travaillé dans les abeilles chez mon père, au-delà de 30 ans. 30 ans. On portait toujours un chapeau. Mais mon père, là, quand il travaillait dans ses ruches, il n'y avait rien après main. Hein. Il ne se faisait jamais piquer? De temps en temps, il se faisait piquer, mais quand il fait beau à l'extérieur, les abeilles, il n'y a aucun problème. C'est quand tu vas chercher le miel que là, c'est autre chose, mais je ne raconterai pas toute ma vie là-dedans. Là. C'est trop. Et notre dernier tour d'hélicoptère, c'est vers les Rennes. Du Père Noël? Le vrai? Non, on ne l'a pas vu. Vous ne l'avez pas vu? On ne l'a pas vu. Il y a combien de reines? On prend l'hélicoptère. On parle d'un troupeau de combien? 1500. Ah ouais. Là, on roule. Le plus beau paysage des 3 sorties en hélicoptère, on le voit cette journée-là. Et heureusement, le hublot s'ouvre. J'ai un hélicoptère, je te le disais la semaine passée, quand je vais aux ours, là, le hublot n'ouvre pas. Puis, je ne pouvais pas travailler. Ouais, c'est moins sympathique. Ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'aurai moins de plaisir dans ce qui s'en vient parce que travailler à travers les fenêtres sales, là, ça ne donne pas de beaux résultats. Ouais, mais le hublot ouvert, le plus beau paysage montagneux, c'est là qu'on le vit.
On est en altitude, je ne sais pas combien il me reste de temps, là. 5. 5 minutes, c'est pas si pire. Là, on fait une bonne, au moins 1h15. Il fait beau. Et je vais dire une chose, j'ai parlé la semaine passée de sorties que j'ai déjà faites. Des sorties du genre, jamais. Ça, c'est comme regarder les ours qui cherchent à gripper le saumon. Jamais j'ai vu ça dans ma vie. Comme j'ai fait des photos à la toute fin du voyage, je vais revenir là-dessus, jamais fait ça dans ma vie. Et on survole combien de temps, les rennes? On ne survole pas les rennes. OK, vous vous rendez en hélicoptère, vous vous posez, mais après ça, on les voit. Une zone de plaine. Et là, il y a une tente. Je fais des photos des airs, d'ailleurs, mais il n'y a rien d'autre. On descend, on s'en va à la tente. Moi, je rentre à l'intérieur, je fais des photos, d'ailleurs, des gars qui sont en train de prendre le thé. Et je sors à l'extérieur, il y a un chien qui est là, je le vois très bien, et je m'éloigne, puis je m'en vais vers l'hélicoptère. À un moment donné, là, je ne sais pas si tu peux imaginer, c'est difficile d'imaginer. J'ai été élevé en campagne, moi, j'ai vu à peu près tous les types d'animaux. On se comprend? J'ai fait du cheval, sur la ferme, là. Là, tu as 1500 rennes qui s'en viennent à la file indienne. Les sabots sur le sol, là. Ah oui? Oui. Un son que tu n'oublies pas. Et je me souviens, moi, je suis seul où je suis, tout le groupe est plus loin. On voit le groupe, d'ailleurs, sur une de mes photos, parce que je voulais avoir l'angle des rennes qui s'en viennent. Une autre perspective que juste de face. Ouais. Je n'aime pas faire ce genre de photos-là, je ne fais pas ça. Je ne veux pas, à moins d'être mal pris, en tout cas. Je cherche toujours, en photographie, ce qu'il y a de majeur, c'est l'angle de la photo. Ça, c'est sacré pour moi. Je mets beaucoup de temps à chercher les meilleurs angles possibles. En tout cas, le troupeau arrive, puis il s'installe. C'est comme rien. Ils doivent avoir l'habitude, je ne sais pas trop, là, il y a des touristes qui vont là. Pourtant, les fameux troupeaux de rennes, là, si on va dans le musée, Claude a la photo, on a un guide dans un deuxième musée avec Anastasia qui nous montre une carte avec des lignes rouges dessus. Le fameux troupeau de rennes, là, il est en montagne, mais entre les caps de montagne, il y a des zones de plaine plus basses. Ça mange de l'herbe, ça, 1500. Il n'y a pas de semences, il n'y a rien, là. Hein? On vit avec le troupeau, qu'on déménage à peu près aux 2 jours, pour faire environ 500 km par année avec les rennes. Et les gardiens de troupeau sont sous la tente, puis ils déménagent, puis on continue, puis on recommence, puis on recommence. Et j'ai une des photos, d'ailleurs, qui a un... C'est un événement que j'ai sur ma photo. C'est pas Kerouac, non. J'ai oublié le nom, là, d'une autre ethnie, là, qu'on retrouvait au village. Mais de toute façon, on passe là, 3 heures. Au retour, là, on a un spécial du pilote. On monte à 3500 km en hélicoptère. 3500 mètres, pas kilomètres, mais mètres. Quand ça fait 11 000 pieds en hélicoptère, là. Là, si on avait eu des skis, on pouvait sauter. Ah oui. Il y avait de la neige. La neige. On était dans des neiges éternelles, simplement. C'était aussi simple que ça. Et c'est ce qui fait que, je disais tantôt, c'était si spectaculaire cette journée-là, parce qu'on a vu tous les types de paysages, mais les plus prononcés se sont retrouvés là, cette journée-là, sauf... Non, le Père Noël, non. Jamais vu. Non. Et par contre, je me disais, combien de voitures de Père Noël on pourrait équiper avec la quantité de rennes qu'il y a là? Et dans les photos, les gens vont voir un renne blanc, inusité, et beaucoup de cornes. C'est terminé, Paul. J'y ai bien pensé. La semaine prochaine, on poursuit cette fois sur le Transsibérien. On a passé quelques heures dans le train. Oui, on menait pas beaucoup de train. Non, c'est ça. On y revient la semaine prochaine. Merci. La semaine prochaine, au plaisir. Reste avec nous au retour Babillard Quotidien.
Bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On nous annonce le retour à la normale à la sortie du Pont-Gouin, côté Iberville. On le sait, il y a des travaux depuis quand même un certain temps. Là, on a remis ça un peu à la normale. Évidemment, le nouveau pont n'est pas encore en usage, mais c'est une question de semaines, semble-t-il. Et après quoi, bien sûr, on va démolir l'ancien Pont-Gouin dans l'année qui va suivre. Chaque semaine, un résumé des extraits des travaux du Conseil de Ville. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.